Bonjour Monsieur Chevrier, donc aujourd'hui nous sommes le 29 novembre. Vous allez nous parler de la situation en Israël qui pourrait déboucher sur l'utilisation d'armes nucléaires car Israël en possède en grande quantité. Oui, effectivement, très peu de personnes savent qu'Israël produit des armes nucléaires depuis déjà 1960. Et encore beaucoup moins nombreux sont les personnes qui savent dans quelles conditions Israël a développé et fabriqué ce qu'on appelait à l'époque la bombe atomique. Alors, nous allons aborder ce sujet. C'est un sujet que j'ai développé dans le livre, vous savez, en donnant beaucoup d'informations très détaillées. Notamment, j'ai communiqué deux sources principales. La première, c'était le livre de Pierre Péan, qui a écrit un livre très détaillé en fournissant beaucoup d'informations. Ce livre est pratiquement aujourd'hui introuvable. Il s'appelle « Les deux bombes » et il explique comment, en 1956, le gouvernement a été approché par Shimon Peres à l'époque. Et puis, quelques mois plus tard, le gouvernement français de l'époque, qui était le gouvernement de Guy Mollet, a envoyé en Israël 1500 ingénieurs et techniciens pour construire la centrale de Dimona, qui était, selon les désirs du gouvernement d'Israël de cette époque-là, absolument identique à la centrale qui est construite à Saclay. Alors Saclay, il faut savoir qu'à l'époque c'était important, c'était un centre de recherche. Saclay, c'est situé dans l'Essonne, vous voyez, à côté entre le 78 et donc c'est quand même sur un site de 225 hectares, vous imaginez, quelque chose de très important. Et donc il y avait une centrale, la France maîtrisait la production de l'électricité avec, par l'atome, avec donc une centrale nucléaire qui était une centrale pacifique, puisqu'on produisait à partir d'uranium qu'on puisait dans les sites que nous avons en France ici, avec une teneur en uranium qui n'est pas très élevée, mais en l'enrichissant, on arrivait à 6%, et donc on maîtrisait cette technologie. Et puis, la deuxième source qui était très importante, que je fournis avec tous les détails dans le livre, c'est un interview qui a été donné dans les années 2000 à une équipe de journalistes israéliens, un interview de Shimon Peres qui a raconté, donc là c'est du vécu, en direct, comment lui, qui était âgé à l'époque de 28 ans, oui, il était très jeune, oui, a été envoyé, voilà, il a été envoyé par Ben Gourion en France pour, dans un premier temps, faire l'acquisition de chars, que dans le film on parle de chars Leclerc. En réalité, dans ces années-là, c'est vrai que bien que ce soit produit dans les mêmes ateliers que les chars Leclerc, à l'époque c'était des AMX, mais qui sont devenus par la suite... Vous voyez, là, on a déjà un peu l'ambiance qui va précéder ce qui risque de se passer. Alors, oui, donc Shimon Peres nous raconte dans cette interview qui dure assez longtemps tous les détails qui sont absolument incroyables de cette affaire. On reviendra peut-être tout à l'heure dessus, mais ce que je voudrais dire tout d'abord en préalable, c'est que comme nous allons parler d'un sujet très délicat actuellement, puisque c'est évidemment surtout en France avec tout le lobby pro-israélien qui est très chatouilleux et puis toute la presse qui est absolument dirigée par ce lobby, tous les médias.
Eh bien, je vais vous donner ma position personnelle parce que c'est important. Autrement, on risque de me taxer peut-être d'antisémite, ce que je ne suis absolument pas, puisque j'ai eu plusieurs amis israélites et souvent, je me suis toujours très bien entendu avec eux. J'ai passé pendant des années des vacances formidables au Club Med. Club Med qui a été créé par Gilbert Trigano. Je pourrais même vous raconter l'origine, comment Gérard Blitz a apporté le projet à Gilbert Trigano, qui était à l'époque, qui travaillait chez son père. Il faisait du matériel de camping à côté de la gare Saint-Lazare à Paris. Et toute cette aventure, et c'est vrai que Gilbert Trigano, qui était juif bien sûr, a monté une entreprise tout à fait formidable, et malheureusement c'était pas un très bon gestionnaire, et dès la première année il était en déficit, la deuxième également. Il est allé voir les banques, aucune banque ne voulait lui prêter pour un projet aussi fou que ça, faire des camps de vacances, vous voyez, un peu, et donc, en fait, c'est la banque Rothschild, bien évidemment, qui a d'abord prêté des fonds et puis ensuite qui est devenue propriétaire du Club Med, où ils ont laissé 3% à Gilbert Trigano, qui ensuite a géré cette affaire extraordinaire. Et donc, vous voyez, je ne suis pas du tout contre ces gens-là. Alors, je vais vous donner ma position sur Israël. Moi, j'ai toujours été pour une solution à 2 États. C'était la seule façon d'arriver à faire quelque chose où 2 peuples pouvaient vivre l'un à côté de l'autre en paix. Et alors au départ, il est vrai qu'il y a eu en Israël un certain nombre même on peut dire une majorité qui était pour cette solution, une solution négociée où la Cisjordanie était prévue pour les Palestiniens, la bande de Gaza, et une route qui reliait les deux. Géographiquement, c'était pas très bien pensé. Ils voulaient également partager la ville de Jérusalem. Bon, mais au moins, ça aurait pu faire une coexistence pacifique. Parce que, dans le fond, pour que les gens ne se fassent pas la guerre, il faut qu'ils aient un minimum de confort matériel. Voyez. Et ça, je crois qu'ils sont passés à côté du truc. Et maintenant, on est au bord du gouffre, on est au bord d'une guerre terrible où Israël risque de disparaître. Et c'est ça dont on va parler également. Et les gens n'en ont pas conscience, puisque depuis des années, Israël bénéficie du support inconditionnel des États-Unis. Et donc, avec la puissance militaire qu'avaient les États-Unis jusqu'à maintenant, ils avaient une assurance tout risque, si vous voulez. Mais là, ce n'est plus le cas, et on va le développer. Donc, moi, je pense qu'ils sont passés... Shimon Peres était également quelqu'un qui était pour une solution... Qui a essayé d'œuvrer dans ce sens-là. Oui. Voilà. Et puis Isaac Rabin également était pour... C'est malheureusement pour ça qu'il a été assassiné par quelqu'un d'extrême droite en Israël. Et donc maintenant, toute cette mouvance, si vous voulez, le pire... pour Israël, le pire ennemi, ça a été Benjamin Netanyahou, parce que alors lui, c'est un extrémiste de tout poil, et puis en plus, il est poursuivi dans des affaires de corruption. Il devrait être en prison, ce type, mais c'est le pire Premier ministre que l'Israël a pu avoir, et il va les amener à la catastrophe. Et alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a maintenant ce développement de l'extrême droite qui s'appuie sur les ultra-orthodoxes. Et puis, il y a un autre problème. On en avait parlé dans une vidéo, mais qu'on n'a pas pu diffuser puisqu'il y avait un extrait qu'on n'a pas pu passer. En Israël, le vrai problème, c'est les ultra-orthodoxes. Le nombre maintenant dépasse le million de personnes sur une population de 7 millions, et ils triplent leur nombre tous les 20 ans. C'est-à-dire que les femmes ont 6 enfants en moyenne, et donc, alors, la particularité des ultra-orthodoxes, c'est que les hommes ne travaillent pas,
Ils ne font pas de service militaire, vous imaginez, hein, et donc c'est une exception puisque tout le monde, hommes et femmes en Israël, sont tenus de faire la formation militaire et leur service, et eux sont, jusqu'à présent, ont bénéficié d'une exemption. Mais comme les hommes ne travaillent pas, ils n'ont pas de raison d'aller à l'école, donc ils arrêtent l'école à 10 ou 11 ans, les garçons. C'est les femmes qui doivent travailler et qui doivent élever les enfants. 6, 7, 8 gosses. Vous voyez, c'est quelque chose, et c'est un vrai danger, parce qu'en plus, les ultra-orthodoxes veulent la destruction de l'État d'Israël, ne reconnaissent pas l'État d'Israël, puisqu'ils estiment qu'il faut attendre le Messie. C'est le Messie qui leur permettra d'installer l'État d'Israël. Donc eux vivent en Palestine, ils veulent que la destruction de l'État d'Israël. Il y a même des ultras qui reçoivent l'ancien président Ahmadinejad de l'Iran. Ils leur ont remis des prix. On a vu, je vous ai fait voir les images, le reportage là-dessus. On est vraiment dans un autre monde, là, hein, c'est quelque chose. Et donc ces gens-là, qui sont actuellement 1 million, seront dans 20 ans 3 millions, et puis ensuite ils vont monter. Donc là, ça va être un vrai problème. Donc Israël est confronté à beaucoup de problèmes, et on va avancer sur la situation actuelle, qui est une situation très tendue. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peu de personnes savent, puisque ça a été longtemps caché, dissimulé, qu'Israël possède un arsenal nucléaire très important. Et on va vous raconter au fur et à mesure que cette vidéo. Aujourd'hui, on va prendre notre temps. On va faire certainement 3 parties. 3 parties, oui. Parce bien développer le sujet. Voilà, c'est-à-dire que bien souvent, sur une vidéo, on veut raconter beaucoup de choses très vite. C'est un peu dommage, mais bien entendu, on ne peut pas rentrer dans les détails comme on peut le faire dans un livre. C'est pour ça que, aussi bien, si vous voulez, quand on veut aller dans une histoire, avec le livre, vous avez toute la possibilité de développer, les gens prennent leur temps, tout ça. Là, dans une vidéo, on est tenu par un terme. On va essayer quand même. Donc, je vais aller sur le tableau pour vous faire voir. Avec plaisir. Alors, comme je vous l'ai dit, les Français ont construit en Israël, entre 1957 et 1959, pendant plus de 18 mois, une centrale nucléaire pour produire l'électricité. Donc, la France a envoyé 1500 ingénieurs et techniciens. C'était un chantier énorme. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que sous cette centrale qui est absolument identique à Saclay, pourquoi est-ce qu'elle est identique à Saclay? Parce que Shimon Peres avait demandé à ce que la France s'engage également à former les ingénieurs et les techniciens israéliens à utiliser, donc, vous voyez une centrale, ce que c'est, avec tous les appareils, tous les réglages, tout ça. Donc, la formation des ingénieurs israéliens et des techniciens pour faire tourner cette centrale a été effectuée à Saclay, en France, vous voyez, à partir de 1959. Et donc, à partir de la centrale de Dimona, qui est située dans le désert du Negev, Israël produit depuis 1960 4 à 8 têtes nucléaires par an. Pourquoi 4 à 8 ? Parce qu'évidemment, ça dépend de la puissance de la bombe. Il y a des bombes où on peut se contenter d'1 kilo d'uranium enrichi à 92%, et d'autres, pour des puissances plus importantes, il va en falloir 3 kilos. Donc automatiquement, ce n'est pas un nombre. C'est pour ça que le nombre de têtes, on le situe au-delà de 300, mais est-ce qu'il y a 360 ? Est-ce que ça, on ne sait pas. Et donc, là, jusqu'à présent, c'était, si vous voulez, Israël a normalement s'était engagé à ne jamais produire
d'armes nucléaires sur son territoire. Et on en reparlera tout à l'heure parce que, évidemment, ça a un rapport avec l'assassinat du président Kennedy. Mais pour rester dans l'actualité, donc tout ça, c'était très bien pendant des années. Ils possédaient l'arme nucléaire. Ils l'ont fait savoir aux dirigeants des pays qui étaient autour, les Égyptiens, les Syriens, etc., leur disant maintenant, si vous venez nous chatouiller, nous, on vous rase de la carte. Et donc, effectivement, ça a tenu pendant 50 ans, puisque personne ne bougeait, mis à part au début, ils ont essayé en 67 et tout ça, mais depuis... Alors, aujourd'hui, les choses ont changé. Parce qu'aujourd'hui, à cause de tout ce qui s'est passé en Ukraine, et vous verrez qu'il y a des rapports entre l'Ukraine et ce qui se passe en Israël, parce qu'en réalité, toute cette opération qui s'est déroulée depuis le 24 février 2022 en Ukraine a été préparée, organisée par le lobby pro-israélien aux États-Unis, puisque le lobby pro-israélien aux États-Unis, c'est tout le complexe militaire, toutes les industries pour l'armement, les avions, les bateaux, tout ça. Bon, c'est bien entendu toute la finance américaine. Et le but de cette préparation, puisqu'à partir de 2014, la CIA qui a organisé, financé la révolution orange de la place Magdan, a préparé ensuite l'armée ukrainienne dans le but de reconquérir la Crimée, mais surtout dans le but de déstabiliser le gouvernement russe pour pouvoir séparer ce territoire en plusieurs pays. Parce que là, si vous voulez, le système pro-israélien qui dirige les États-Unis est pour la mondialisation. Et donc, ce sont des gens qui ont bien sûr organisé l'Union européenne, tout ça basé sur la mondialisation, et ce sont des gens qui sont farouchement opposés à toute forme de nationaliste. Parce que le nationalisme, ça les empêche de faire le business, si vous voulez, parce qu'il peut y avoir des protections, tout ça. Tandis que si on peut faire du business d'un pays à l'autre, alors ça les intéresse parce que ça passe par les fonds d'investissement, ça passe par les banques, etc. Donc, le but pour eux, c'était de s'approprier toutes les richesses qu'il y a en Russie. Manque de chance, leur projet n'a pas abouti. Ils sont en train actuellement c'est un fiasco. L'Ukraine va bientôt être obligée de négocier dans des conditions vraiment mauvaises, puisque actuellement les Russes n'ont pas encore obtenu la conquête d'Odessa, puisqu'ils attendent que tout se mette en place. Mais à mon avis, vous le savez, je suis convaincu qu'ils iront pour obtenir Odessa, le port, la ville et toute la région. Donc ça, on va voir. Alors aujourd'hui, cette situation en Ukraine a fait que l'Iran et la Russie se sont rapprochés et ont tissé des liens très très étroits, puisque l'Iran a fourni beaucoup de drones. C'est une technologie qu'ils ont développée puisqu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'aller sur des projets plus importants. Et on en a parlé dans un autre épisode où j'ai donné le nombre d'ingénieurs qui sortent chaque année diplômés des grandes écoles en Iran et aussi en Russie. Et donc ces gens-là collaborent très étroitement. Les Iraniens ont fourni beaucoup de drones qui ont eu un rôle assez important dans la guerre en Ukraine. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir que l'Iran a été placé par le système américain sous embargo depuis 1979. Oui, donc, les produits de première nécessité manquaient en Iran. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas tout un tas de choses qui étaient fabriquées par le reste du monde. Ils ont opprimé cette population à partir de leurs sanctions. Ils les ont fait vivre. Bien sûr, il y avait quelque part... on va dire que c'était suite à la prise d'otages qu'il y avait eu, mais enfin...
si on veut revenir en arrière, les Américains ont d'abord remplacé le régime qui était en place à l'origine pour mettre le Shah d'Iran, puis ensuite ils ont laissé le Shah d'Iran pour mettre Khomeini. Et, enfin, ça a été, donc ils se sont mêlés de partout, de tout, comme ils le font d'ailleurs dans le monde entier, jusqu'à présent. Et il y a évidemment des rapprochements, puisque vous avez ensuite ce qu'ils ont fait en Iran, ben, ils l'ont fait contre la Russie, avec des sanctions économiques depuis des années, et maintenant des sanctions. Alors, évidemment, ça rapproche les personnes quand vous avez un ennemi commun et quand vous avez quelqu'un qui vous fait souffrir. Ben mais la chose importante, c'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce qui compte dans ce genre de situation, c'est la détermination. Or, les États-Unis vont un peu partout, ils foutent le bazar, mais il n'y a pas une ligne, si vous voulez, il n'y a pas une volonté indéfinie, parce que c'est en fonction un peu des opportunités. Alors que les Iraniens et les Russes sont déterminés. Plus, voilà, déterminés, oui. Et là, il faut bien comprendre qu'eux, ils iront jusqu'au bout. Donc, c'est ça qui est important. Alors, évidemment, maintenant, c'est ce que je raconte ici, c'est que les Iraniens ont reçu en partie la technologie des missiles hypersoniques. Ils produisent eux-mêmes sur leur sol en Iran des missiles qui vont entre les premiers, qui est le Fatah numéro 1, qui arrive à la vitesse de Mach 10, c'est-à-dire, vous imaginez, 12 000 km/h, et maintenant le Fatah 2 dépasse les 15 Mach. C'est-à-dire que, inutile de vous dire qu'il n'y a aucune missile antimissile qui peut arrêter ce type de missile. Donc on verra tout à l'heure sur la carte comment l'Iran peut, avec des armes conventionnelles, avec une charge conventionnelle, avec des missiles d'une très haute précision, détruire un quartier de Tel Aviv. Et donc Israël maintenant est devenu vulnérable, si vous voulez, à toutes ces armes. Donc, il y a ça, et la précision, elle est communiquée par l'équipement, l'extraordinaire puissance de la Chine en matière de satellites, et donc ils ont fait un système qui est concurrent au système GPS qui est fabriqué, enfin produit par les États-Unis, et bien entendu, les Chinois ont fait un système de guidage par satellite qui s'appelle le système Beidou, qui est encore plus performant que le système GPS, plus précis. Et comme ils ont des relations très étroites avec l'Iran, eh bien l'Iran maintenant bénéficie de tout ce système de guidage par satellite. Et alors là, la question, c'est... Oui, c'est un missile iranien. Si vous voulez, je peux mettre la carte pour qu'on situe bien. On en reparle, on la remettra après. Vous voyez, pour bien situer, vous avez ici ce petit pays qu'est Israël. La bande de Gaza, la Cisjordanie, le Liban, qui est ici, et donc Dimona, qui est là. Inutile de vous dire que les Russes, avec leurs satellites, et les Chinois, ont tout le détail, l'emplacement, etc. Donc, l'Iran, qui peut avoir des missiles placés, des bases qui sont placées dans cette partie de leur territoire, pardon, je suis sur l'Irak, là, eh bien, peuvent envoyer, mais pile poil sur Dimona, hein, un missile même conventionnel qui va descendre, qui va traverser 3 ou 4 plafonds puisqu'il y a 6 étages en béton et qui va exploser peut-être au 6e sous-sol. Et à ce moment-là, vous imaginez que tout le pays est concerné, c'est-à-dire que maintenant, l'arsenal nucléaire que possède Israël les met eux-mêmes en danger. Parce que des missiles envoyés par l'Iran, vous voyez, qui est ici,
il y a une portée, si on regarde, là on est à l'échelle sur 1/2000e, donc on va dire que là on est à peu près à 2000 km. Donc c'est pire, d'autant qu'il ne faut pas oublier que les Iraniens sont présents partout en Syrie et au sud Liban. Donc là, à la limite, alors évidemment, on peut envoyer un missile à partir de l'Iran, mais on peut l'envoyer aussi à partir de la Syrie. Vous avez, si ce centre qui a 6 niveaux d'enrichissement d'uranium qui arrive à 90%, on a vu en Ukraine le quartier général des forces de l'OTAN qui était à 120 mètres sous terre, à une trentaine de kilomètres de Kiev, un missile Kinjal qui est pénétré à 40 mètres en profondeur et qui a explosé avec une charge conventionnelle et qui a soufflé toutes les personnes, enfin il y avait 300 personnes dedans qui travaillaient, il y avait des Polonais, des Américains, des Anglais et des Ukrainiens qui travaillaient dans ce cul. Et tout le monde, hein, on a sorti 40 corps et le reste, c'est leur tombe. Donc là, vous voyez un peu les missiles que l'on peut avoir, parce qu'avec la vitesse, ils arrivent à pénétrer. Ils pénétraient dans Dimona, mais il n'y a pas que Dimona. C'est que forcément, les 300 têtes nucléaires, elles sont quelque part. Eh bien, nous, on ne sait pas où c'est, mais les Russes et les Iraniens connaissent tout ça très bien, précisément. Ils savent où sont les avions, où sont les bombes, et ils peuvent, avec des charges conventionnelles, faire péter peut-être une cinquantaine de bombes atomiques qui se trouvent actuellement en Israël. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que maintenant, ce qui a été leur assurance vie devient un véritable danger pour l'existence même d'Israël. Vous voyez ? Donc là, alors, on va aborder... et alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en ce moment, vous avez à Gaza un véritable massacre. Au départ... Il y a une terre brûlée, oui, complètement. Là, vous savez que c'est... enfin, on a rarement vu ça, mais toujours c'est pareil, c'est dans le contexte. Pourquoi on permet à Israël de massacrer la population civile d'une façon incroyable dans la bande de Gaza? Parce que, d'une façon inconditionnelle, les Américains les soutiennent. Et donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que là, en Méditerranée, maintenant, il y a 2 porte-avions américains. Il y a un porte-avions également qui est dans la mer Rouge, là, qui est ici. Et puis, il y a aussi un porte-avions qui est un peu plus bas, là, ici, en face de l'Iran. Avec un porte-avions, ça veut dire 5000 personnes à bord avec les pilotes d'avion et tout, mais toute la flotte qu'il y a autour, sous-marins, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils arrivent ici? Parce que, justement, ils voudraient éviter qu'Israël utilise ses armes nucléaires. Or, le massacre qui se déroule dans la bande de Gaza, avec 2 300 000 personnes qui habitaient ou qui étaient les uns sur les autres dans la bande de Gaza, eh bien, les Israéliens ont fait évacuer la population en partie sur une surface, on va dire, de 15 km², 150 km², pardon, 15 km par 10, 150 km². Et donc, tout ce million de personnes qui étaient là se retrouvent entassées avec les autres. Mais en ce moment, vous avez toute la rue des pays arabes qui se révoltent, qui s'indignent et qui évidemment piétinent et qui forcent. Alors, la Turquie, qui est ici, c'est le pays qui possède la plus grosse armée de toute la région. 1 million de soldats, et en quelques semaines, ils peuvent mobiliser et équiper 2 millions de personnes qui peuvent débouler sur Tel Aviv. Vous voyez, donc là, c'est pas la peine. Alors pourquoi rien ne se passe? Évidemment, Erdogan fait des discours en disant on va y aller, on va faire, etc., parce qu'il veut calmer la rue. Mais pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Parce que justement,
ils savent que Istanbul, Ankara et d'autres grandes villes peuvent disparaître en l'espace de quelques minutes. C'est ça, c'est un réel danger, oui. Et alors, on parlera tout à l'heure un peu des détails techniques, mais comme évidemment le sujet nucléaire est un sujet tabou en France et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, eh bien les gens ne savent rien là-dessus, ne font pas la distinction entre des explosions au sol et des explosions en altitude. Mais évidemment, les Israéliens, eux, connaissent très bien la différence. Ils savent très bien la différence des conséquences d'une explosion au sol, où là, il va y avoir une grande quantité de retombées radioactives, comme d'ailleurs l'explosion qui pourrait se produire dans la centrale de Dimona. Là, c'est des problèmes pendant des semaines de pollution et d'irradiation, du rayonnement gamma. Mais par contre, quand vous faites une explosion en altitude, comme ça a été le cas à Hiroshima et à Nagasaki, là, Hiroshima, c'était 450 mètres et Nagasaki également. C'était une petite puissance. Pour les puissances qui sont fabriquées actuellement, eh bien, Israël a déjà envisagé de carrément utiliser l'arme nucléaire au-dessus de Gaza. Parce que la bande de Gaza, si vous voulez, on peut, à 2 km près, on calcule, on dit on l'a fait exploser à 950 mètres d'altitude, et vous allez avoir exactement 10 km qui vont être sous une température de 5000 degrés, avec le rayonnement, avec le souffle, tout va être détruit. Tous les êtres vivants qui sont dessous dans ce diamètre de 10 km, eh bien, vont être morts en quelques minutes. Mais par contre, avec cette explosion à 900 mètres ou 1000 mètres d'altitude, vous n'avez pas de retombées radioactives. Vous vous limitez vraiment à tuer les personnes dans cette zone-là. Alors, il peut, bien sûr, le gars qui avait évoqué cette question, on lui a dit « maintenant tu te tais et tu sors du gouvernement pour quelque temps », mais c'est envisagé. Et alors, pour quelle raison tout peut basculer en ce moment avec le Hezbollah? Alors, le Hezbollah, c'est autre chose que le Hamas. Le Hezbollah, il faut s'imaginer, c'est 20 000 hommes qui sont dans des tunnels et 70 000 qui sont dans les montagnes. Une armée de 90 000 soldats hyper entraînés. C'est un peu, si vous voulez, l'équivalent des talibans en Afghanistan. Donc là, si ces gens-là se mettent en route, Israël est très mal. Or, pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas? Parce que, évidemment, s'ils franchissent le Rubicon, eh bien là, il y aura des explosions au-dessus. On utilisera certainement une puissance de 1 mégatonne. Ça veut dire sur un rayon, on verra tout ça tout à l'heure, sur un diamètre de 15 km, plus une personne vivante. Sauf, là aussi, ça ne servira à rien dans Gaza, parce que vous allez tuer tous les civils, mais le Hamas qui est dans les souterrains à 20 mètres, à 30 mètres sous terre, eux, ils n'auront aucun effet de chaleur, aucun effet de souffle et aucun rayonnement. Donc ils seront vivants. Ils ne pourront pas tuer le Hamas, ils ne pourront pas tuer le Hezbollah qui seront dans les tunnels. Par contre, s'ils montent à l'assaut, s'ils sont dehors, là, ils sont morts dans la seconde qui suit l'explosion. Donc vous voyez un petit peu la situation. Donc actuellement, on a des pays qui parlent, l'Iran, mais surtout la Turquie, qui voudra intervenir pour porter du secours à la bande de Gaza sur le plan humanitaire. Mais il faut se rappeler qu'il y a déjà une douzaine d'années, lorsqu'il y avait eu des événements à Gaza, la Turquie avait envoyé un bateau pour secourir la population de Gaza, avec uniquement sur ce bateau, c'était de la nourriture, des choses. Et Israël l'a interdit de pénétrer dans le port de Gaza. Ils ont envoyé des commandos et les Israéliens ont tué 11 personnes, 11 soldats qui étaient à bord pour apporter cette nourriture à Gaza. Les Turcs, eux, l'ont eu en travers, vous voyez. Ils ont envoyé des commandos qui sont arrivés sur le bateau. Il y a eu 11 Turcs tués. Ensuite, le gouvernement israélien a versé à chaque famille, à l'époque, l'équivalent d'1 million d'euros.
voyez, à chaque famille pour payer les morts qu'ils ont fait. Mais ça, c'est truc. Donc, on va repasser tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en 1956 que Shimon Peres passe un accord avec le gouvernement français de l'époque. Cet accord est basé sur 4 points. La France s'engage à construire en Israël une centrale électrique fonctionnant à l'uranium enrichi, identique à celle de Saclay. 2. La France fournira l'uranium. 3. En retour, Israël fournira toutes les informations techniques pour la fabrication de la bombe atomique. 4. La France formera les équipes d'ingénieurs et de techniciens israéliens dans la centrale de Saclay à l'Essonne. Tout ça a été fait dans le plus grand secret. Ah oui, ça... Les familles de ces 1500 ingénieurs et techniciens ignoraient où étaient, et ça durait quand même 18 mois. Ils écrivaient la plupart du temps à Buenos Aires, en Argentine, où les courriers étaient transmis. Le matériel qu'on envoyait en Israël passait par plusieurs ports successifs avant d'arriver en Israël pour brouiller les cartes. Donc tout ça s'est déroulé dans le secret. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en 1956, la France ne possédait pas l'arme atomique. Et elle maîtrisait simplement la production d'électricité avec les travaux qui avaient été faits depuis très longtemps par les équipes de Curie, etc. Donc c'était quelque chose qu'il maîtrisait, mais l'arme atomique, il y avait seulement à l'époque que 3 pays qui la possédaient, les États-Unis, puisque c'est eux qui ont créé la première bombe avec le programme de recherche qui était fait à Los Alamos, le projet Manhattan. Et il y avait les Anglais qui ont bénéficié vraisemblablement d'un transfert de technologie de la part des trucs. Et puis il y avait les Russes, enfin tout du moins l'Union soviétique. À l'époque, oui. On n'était pas à l'époque de la Russie, c'était l'Union soviétique. Et l'Union soviétique a obtenu comment? Parce que dans les équipes d'Oppenheimer, il y avait quand même 5000 personnes qui travaillaient à Los Alamos, eh bien, il y avait beaucoup d'espions russes, des physiciens, des mathématiciens, des gens d'un haut niveau, qui ont sorti toutes les informations et qui les ont fournies à l'Union soviétique à l'époque. Or, nous, on était loin d'avoir cette technologie. Et quand Shimon Peres va proposer à le secrétaire à la Défense en France de lui fournir cette technologie, évidemment, il y aura des discussions. J'ai raconté tous les détails, comment il rencontre Abel Thomas, comment il rencontre Bourges Mounouri, qui était le ministre de la Défense à l'époque, et puis Guy Mollet, qui était un très chauve partisan d'Israël. On avait déjà fourni des chars AMX 270 à l'époque, évidemment les avions Marcel Dassault, qui en fait s'appelle Marcel Bloch, qui est un Israélite. Et il y avait, si vous voulez, à l'époque, le réseau des pro-israélites en France noyautait à peu près tout. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Oui, ce que j'allais dire, ça n'a pas changé. C'est encore pire, puisque à l'époque, ils étaient dans la banque, dans la finance, dans l'armement, avec Marcel Dassault qui recevait beaucoup de subventions de la part de l'État. J'ai un oncle qui a travaillé là-bas, je sais comment ça se passait, comment arrivait l'argent, c'était quelque chose d'énorme. Donc, ces gens-là ont fait des fortunes sur la guerre, aussi bien les financiers que les fabricants d'armement. Et c'était à l'époque, ils étaient limités à cette activité. Aujourd'hui, le lobby pro-israélien en France occupe beaucoup plus que ça, puisqu'ils ont tous les médias, les chaînes de télé, les magazines, vous le savez, puisque vous avez contacté, vous avez vu comment les problèmes qu'on a rencontrés. Et donc, la communication, tout
évidemment, et bien entendu, au niveau politique, c'est pareil. Alors, là, on a donc ce contrat qui est fait, et on va, donc là, on répète ce qu'on a déjà dit. Et alors, comment s'est passée cette opération? Eh bien, le père de la bombe atomique n'est autre que Oppenheimer. Oppenheimer, c'est un Israélite d'origine allemande qui est né aux États-Unis et que l'on voit d'ailleurs sur certains documentaires, qui rend visite à Ben Gourion et qui l'encourage à faire, si vous voulez, toutes ces démarches pour fabriquer l'arme nucléaire, l'arme atomique. À l'époque, on parlait de ça. Donc, toute cette opération est en fait une opération d'espionnage. La France va construire l'arme atomique à partir des informations que les services secrets israéliens vont lui communiquer. En échange, la France va construire la centrale de Dimona, mais tout ça se passe, si vous voulez, aujourd'hui, si tout ça avait été su, il y aurait eu des responsables qui auraient été traduits et condamnés en prison. Vous imaginez fournir des informations sur une arme de dissuasion qui était à l'époque l'arme atomique. Oui. Donc là, ça vous donne une idée de la puissance du lobby pro-israélien aux États-Unis. Donc, on va... Alors, comment comprendre tout ça? Eh bien, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand le président John Kennedy est élu en 1960, il a évidemment des services de renseignement qui fonctionnent et qui l'informent qu'on soupçonne Israël d'être en train de fabriquer, avec l'aide d'un pays tiers, l'arme atomique. Alors évidemment, ça n'est pas prévu dans les relations qu'il y a entre les États-Unis et Israël. Les États-Unis apportent un soutien inconditionnel à Israël, à condition qu'il ne se dote pas de l'arme nucléaire. Donc, il faut dire que c'est un État en 1958 qui a à peine 10 ans, 2 millions d'habitants. Oui, jeune, oui. Comment imaginer qu'un petit pays comme ça, qui est un embryon de pays, puisse se doter de l'arme nucléaire, alors que vous avez des pays qui ont 200, 300 millions d'habitants, qui ont plusieurs siècles d'existence, qui sont très très loin de posséder cette technologie, d'arriver à ce niveau de technologie. Eh bien oui, c'est le lobby pro-israélien qui va organiser tout ça et qui va le faire. Or, Kennedy va envoyer 2 experts, des inspecteurs, pour vérifier si véritablement Israël produit l'arme nucléaire, l'arme atomique, comme on disait à l'époque, parce qu'à ce moment-là, ça remet en cause le support militaire et financier que les États-Unis apportent tout le temps à Israël. C'est soit vous avez l'arme atomique et nous, on arrête de vous supporter et de vous fournir, à l'époque, c'était 4 à 5 milliards de dollars par an, plus les armements et tout ça. Et donc, il a envoyé des inspecteurs. Et les inspecteurs, le gouvernement israélien les a reçus, ils leur ont fait visiter le rez-de-chaussée avec tout. Et les gens sont revenus aux États-Unis, ils ont fait leur rapport, comme c'est leur travail, les inspecteurs, le truc. Et ils ont dit non, non, c'est une centrale où ils fabriquent l'électricité. Effectivement, ils fournissent l'électricité pour tout le pays, pour Israël à cette époque. Donc, ils ont été roulés dans la farine. On ne leur a pas fait voir qu'il y avait 6 étages en dessous. Et ça s'est passé, donc, on va dire, dans les années 61, à la fin de l'année 61. Et puis, il y a eu d'autres informations, et à ce moment-là, en 62, ça commence à chauffer parce que Kennedy
John Kennedy, qui est président, son frère Robert, lui, est ministre de la Justice. Évidemment, ils sont très proches déjà en tant que famille, mais aussi de par leurs fonctions. Ils échangent beaucoup et toute cette histoire, ça ne plaît pas à John Kennedy parce qu'on ne peut pas toucher d'un côté et obtenir de l'autre. Donc, sa position est très claire, c'est si l'Israël développe l'arme nucléaire, ils arrêtent le support et le soutien à Israël. Et donc, John Kennedy s'oppose formellement au développement de l'arme. Il leur intime d'arrêter les travaux qui sont en cours, parce qu'à cette époque-là, on pense qu'ils sont encore en cours. C'est d'ailleurs ce que fera le général de Gaulle quand il arrive au pouvoir en 1958. Il va apprendre qu'il y a, évidemment il y a quelques fuites, que le gouvernement français est impliqué dans la construction de l'arme atomique en Israël, et il va convoquer Couve de Murville, qui était son Premier ministre, il va lui dire, voilà, il faut que cette histoire s'arrête. Moi je ne suis pas d'accord. Mais en réalité, les réseaux pro-israéliens en France sont tellement puissants que l'affaire va continuer, bien que de Gaulle a donné des instructions, il sera désobéi et ça ira jusqu'à son terme. Et donc, là-dessus aussi, il y a eu beaucoup d'écrits. La Couture a raconté pas mal de choses aussi. Mais on va rester sur le sujet américain. Et donc, Kennedy va renvoyer des gens et il va avoir la confirmation qu'Israël ne respecte pas les engagements sur lesquels ils étaient tenus de respecter. Et donc il va convoquer Ben Gourion, ça se passe je crois en 62 ou début 63, et il lui dit non, il n'est pas question que vous ayez cette arme, c'est où vous avez le support des États-Unis, moi je m'y oppose formellement. Donc ça c'était la position de Kennedy. Et alors, évidemment, on est 60 ans plus tard, vous savez, on reparle de l'assassinat de Kennedy, tout. Et depuis toujours, les gens se disent, il y a eu beaucoup d'enquêtes de fait, il y a eu beaucoup de cinéma, et tout le monde, les médias, tout ça se pose la question, qui a assassiné Kennedy? Mais ce n'est pas du tout la bonne question. Ça, on se fiche de savoir si c'est Lee Harvey Oswald ou si c'est trois autres qui étaient en embuscade et qui étaient dans un angle de tir qui était bien meilleur que Oswald, qui était d'en haut d'un étage. C'est extrêmement difficile, alors que quand vous êtes dans une ligne droite, là, vous pouvez tirer. Quand vous êtes comme ça, la voiture se déplace très vite. Tirer 3 balles avec un fusil qu'il faut recharger, c'est impossible. Ça, c'est des conneries. N'importe qui peut le comprendre. Hein. Donc, vous avez... la question n'est pas de savoir qui a assassiné. La question, c'est pourquoi Kennedy a été assassiné et pourquoi son frère Robert a été également assassiné. Et alors, ensuite, vous voyez tout comment c'est déroulé suite à l'assassinat. Lee Harvey Oswald qui se fait tuer dans un local où le FBI était présent et évidemment toutes les personnes étaient fouillées à l'entrée. Or, Jack Ruby, celui qui va sortir le pistolet et tirer à bout portant dans Lee Harvey Oswald, c'est pour le faire taire, bien sûr, pour qu'on n'ait pas à la presse cette histoire qui était bidon. Jack Ruby, évidemment, c'est un Israélite, c'est un gars qui est patron d'une boîte de nuit un peu dans la mafia, comme il y en avait quelques-uns, si vous voulez, et qui est surtout au stade terminal d'un cancer. Donc lui, il s'en fiche. Il n'a plus rien à perdre. Voilà, il n'a plus rien à perdre. On lui a donné la mission de flinguer ce gars-là. Il va le faire. Et donc, après, vous avez Robert Kennedy qui va être assassiné par soi-disant un Palestinien qui est sorti récemment de prison d'ailleurs. Vous voyez, il a fait quand même plus de, je ne sais plus, 40 ans de prison. Il est sorti il y a quelques années. Et en réalité,
Robert Kennedy a été assassiné par 2 tireurs. Celui sur lequel on s'est concentré, mais il y avait certainement quelqu'un des services secrets qui a tiré les balles mortelles. Le gars qui était derrière, il a eu tiré plusieurs balles, mais ce n'était pas mortel. Donc de toute façon, on ne voulait pas que les Kennedy soient au pouvoir, parce que les Kennedy ils ne pouvaient rien faire, bien sûr, sur le fait qu'Israël était déjà équipé avec l'arme atomique, mais ils auraient cessé le soutien inconditionnel. Or, Lyndon Johnson, qui était le vice-président, lui, avait été élu par le lobby pro-israélien et a fait une politique favorable. Et alors, dans le texte que Israël s'est engagé à signer, c'est très tordu comme toujours. On a demandé à ce qu'Israël s'engage à ne pas fabriquer l'arme atomique, vous voyez, à l'époque de Kennedy. Et alors, les juristes qui ont rédigé tout ça pour que ça passe ont fait un texte complètement alambiqué. Israël s'est engagé à ne pas être le premier pays à introduire l'arme atomique au Moyen-Orient. C'est ça, si vous voulez, sur le plan juridique sur lequel ils se sont engagés. Or, bien entendu, il y avait des bases militaires américaines au Moyen-Orient avec forcément des armes atomiques. Donc, ils respectaient en quelque sorte l'engagement qu'ils avaient pris. Ils n'étaient pas le premier puisqu'il y avait déjà un truc. Vous voyez, voilà comment ça s'est déroulé. Donc, alors maintenant, on va rentrer dans quelque chose qui est très important. Donc, depuis l'assassinat du président Kennedy et l'arrivée au pouvoir de Lyndon Johnson, les États-Unis sont, comme je l'ai dit plusieurs fois, dirigés entièrement par le lobby pro-israélien. Et le lobby pro-israélien est représenté d'une façon officielle par une organisation qui s'appelle AIPAC. Alors AIPAC, c'est American Israel Public Affairs Committee. C'est 370 salariés à plein temps, 100 000 membres donateurs, c'est-à-dire les banques, les laboratoires, l'industrie de l'armement, les groupes pétroliers, les fonds d'investissement, les médias. Le système américain, au niveau électoral, fonctionne par des campagnes qui sont financées par... Il n'y a pas de limitation. En France, vous savez que dans les élections, vous avez une limitation, vous ne pouvez pas dépasser tel truc. Il y a même Sarkozy qui est ennuyé parce qu'ils avaient dépassé le truc. Là, il n'y a pas de limite. Donc, ces gens-là, quand ils décident que tel sénateur va être élu, eh bien, on met le nombre de millions de dollars qu'il faut et la personne est élue. Et puis, s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à la politique pro-israélienne, eh bien là, on n'hésite pas à organiser une campagne publicitaire, comme c'est des élections locales, sur les chaînes de télé régionales, pour raconter que le type a trompé sa femme, qu'il a eu une aventure avec son secrétaire, etc. Et hop, on lui bousille sa campagne, et c'est le candidat de l'EPAC qui est élu. Or, tout ça, c'est bidon. Si vous voulez, vous avez 2 partis actuellement aux États-Unis, le Parti démocrate et le Parti républicain, mais que ce soit les démocrates ou les républicains, ils sont tous élus par l'EPAC. Oui. Ils ont tous la même politique. Et donc, on nous présente les États-Unis comme une démocratie, un modèle de démocratie. Tout ça, ça n'existe pas. C'est uniquement une politique qui est dessinée. Et en ce moment, on a un exemple vraiment frappant. Vous avez à la tête des États-Unis un homme qui est devenu complètement sénile,
Joe Biden, qui s'endort dans ses discours, ou qui s'adresse, par exemple, dans une conférence, et qui leur dit « Écoutez, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, je vais aller me coucher. » Voilà, il est au milieu d'un discours et il raconte ça. Donc le gars, bien sûr, ce n'est pas lui qui prend les décisions, oui, il prend toutes les décisions, c'est toutes les équipes qui sont autour. Alors, donc, voilà un petit peu la situation, et je vais revenir sur l'aspect technique de ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous savez, là je donne quelque chose de concret. J'ai expliqué tout à l'heure que les Israéliens pourraient très bien décider à 10 km de leurs frontières, utiliser l'arme nucléaire qui n'aurait aucune conséquence pour eux, puisque dans ce cas-là, on va le faire l'explosion en altitude et non pas d'explosion au sol. Alors les explosions au sol sont destinées à détruire du matériel militaire. Les explosions en altitude sont destinées à tuer des personnes. Donc vous avez ici quelque chose c'est pas du tout des calculs, c'est des choses qui ont été vérifiées, puisque, je vous l'ai dit dans l'épisode numéro 11, j'ai présenté une partie des 2300 explosions nucléaires qui ont été pratiquées depuis 1945, donc tout ça a été mesuré, calculé, etc. On est sur le côté pratique. Donc une puissance de 20 kilotonnes, eh bien, on l'a fait exploser la bombe à 450 mètres d'altitude, et là, tout ce qui est dans un diamètre de 4 km 500, c'est carbonisé, liquéfié par la température, par l'effet de souffle. Seules les personnes qui se trouvent dans une cave ou dans un métro s'en sortent, ne sont pas affectées par le phénomène de chaleur, de souffle, etc. Et puis, bien entendu, le rayonnement gamma, qui est à un niveau très très élevé. Alors une explosion au sol, vous voyez, 1 mégatonne, ça c'est en altitude, 1200 mètres d'altitude, voilà ce que ça donne. Sur 15 km de diamètre, vous n'avez plus une vie, plus un animal, plus une personne vivante qui peut, dans les secondes qui suivent, tout le monde est mort. À l'intérieur des maisons, sauf ceux qui sont dans les caves, etc., pourront sortir vivants. Dans une explosion au sol, c'est complètement différent. Pour la même puissance, vous allez avoir un cratère qui va être creusé de 300 mètres de diamètre, c'est quelque chose d'énorme, vous voyez, 300 mètres de diamètre, et un trou qui va se faire, non pas parce que la bombe va exploser dans le sol, mais au niveau du sol, c'est-à-dire à 7-8 mètres du sol. Elle va creuser sur une profondeur de 60 à 90 mètres selon la nature du terrain, et toute cette quantité de terre va être propulsée dans l'atmosphère et va former le nuage radioactif. Là, on voit ce que ça donne. Ici, c'est le point, je vais poser ça comme ça, le point de l'explosion. Je vais remettre ça, voilà. Ici, vous avez le point de l'explosion, et dans la demi-heure qui suit, le nuage qui se constitue et qui commence à être poussé par le vent, avec des retombées radioactives qui vont aller, ces poussières qui vont aller jusqu'à 200-300 km et qui vont, par le rayonnement gamma, tuer des milliers ou des millions de personnes. Donc ça, c'est une explosion au sol, vous voyez, avec le cratère, et puis toute cette quantité de terre qui va partir et qui va former le nuage radioactif. Rien de tout ça n'existe quand vous faites des explosions en altitude. Oui. Explosion en altitude, certaines personnes parlent de bombes tactiques. Ça n'existe pas. Il n'y a pas si vous voulez, de bombes nucléaires tactiques et des bombes nucléaires stratégiques. Ça c'est des histoires de journalistes et qui ne connaissent rien du tout à la question.
il y a des bombes de faible puissance, des bombes de puissance moyenne et des bombes de très forte puissance en thermonucléaire. Voilà les 3 cas de figure principalement qui existent. Mais ce qui est important, c'est où vous faites exploser la bombe en altitude ou vous la faites exploser au sol. Et là, les conséquences sont complètement différentes. Parce que, évidemment, dans cette partie, il ne faut pas revenir sur place avant un délai de 3 semaines, parce que le niveau de radioactivité est trop important, mais 3 semaines plus tard, vous pouvez aller passer une heure ou une journée dans cette zone. Mais ce qui est sûr, c'est que à 10 km de là, vous n'avez rien. Vous voyez ? Donc, on peut utiliser des explosions d'altitude sont faites, par exemple sur le champ de bataille, vous avez un régiment, vous avez une brigade et vous pouvez la faire disparaître en une fraction de seconde avec une explosion à 1200 mètres d'altitude. Ça y est, c'est terminé. Les gars qui sont dans les chars, qui sont sur les trucs, sont tous cramés et irradiés. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce qu'on peut en dire sur actuellement cette situation qu'il y a actuellement donc, en Israël. Et vous savez que dans le livre que j'ai écrit, j'ai situé 3 situations. Exactement. La première, c'était la guerre en Ukraine, et la deuxième, c'était bien sûr Israël. Et là, on y est. Donc, comment les choses vont évoluer, c'est difficile de le voir. Mais c'est surtout de voir quels pays vont réellement s'impliquer dans le conflit, intervenir ou pas. C'est ça qui va en fait tout déclencher. Est-ce que les États-Unis vont aller au-delà? Est-ce que la Turquie va rentrer? Enfin, il y a quand même... On est sur une zone qui est quand même très dangereuse, là, au niveau du Proche-Orient, du Moyen-Orient, quoi, quand même, où il y a plein de pays d'imbriqués, en fait, avec des idées, oui, politiques ou religieuses différentes et des intérêts différents aussi. Donc, moi, je trouve que c'est un réel danger. Ce conflit peut devenir vraiment très, très dangereux. Et alors, vous voyez, je vais tant pour la population que pour le restant de... Je vais revenir sur des petites choses qui peuvent paraître, évidemment, le contexte un peu secondaire. Mais vous savez, dans le livre, j'ai raconté que j'ai écrit en 2022, donc c'était en plein moment où il y avait cette guerre en Ukraine, et j'ai raconté quelque chose qui était complètement anormal. Le pourcentage de généraux russes qui étaient, on peut dire, assassinés. Et alors vous allez voir que c'est un point de détail qui n'est pas sans rapport avec ce qui se passe en Israël. Évidemment, les Russes sont loin d'être des idiots, ils possèdent des services de renseignement et ils ont très vite compris que le pourcentage de généraux dans leur rang qui étaient tués par des missiles, par des drones, par des choses qui étaient téléguidées, était complètement anormal. Et comme ces gens-là connaissent un petit peu tout ce qui se passe, ils savaient qu'un pays s'est spécialisé dans l'assassinat à distance, c'est Israël, en utilisant la reconnaissance vocale. Voyez ? Et donc, ils ont assassiné un grand nombre, depuis des années, de personnes classées comme terroristes, mais ils ne font pas de détails, parce qu'il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'instruction. Voyez, on suppose que le gars est en voiture, on sait qu'il est en rapport avec un mouvement terroriste, il est au volant de sa voiture à côté, on lui passe la communication, à ce moment-là, on sait que c'est lui, parce que la voix est parfaitement identifiée. Et donc, il y a 4 personnes dans la voiture, ils s'en foutent, ils envoient un missile et ils tuent les 4 personnes. Ils sont devenus les spécialistes de ce type de truc. Et très vite,
les Russes ont compris que, vous savez, ils ont le lobby pro-israélien américain a placé à la tête de l'Ukraine un Israélite, Zelensky, et tout ça, c'est imbriqué. Donc, on sait qu'Israël a fourni beaucoup d'informations, beaucoup de choses, et donc les Russes l'ont eu en travers de voir, parce que, vous voyez, on peut, à la guerre, comme je l'ai expliqué, ça n'a rien de personnel. C'est comme quand vous montez sur un ring, vous vous battez avec quelqu'un, mais il y a des règles, on les respecte, il n'y a pas de souci. À la fin du combat, vous venez saluer le gars si vous l'avez battu, et si c'est l'inverse, le gars vient aussi. Bon, ça, c'est des choses, c'est pareil, à la guerre, vous ne tirez pas sur une personne, vous tirez sur le représentant, sur votre ennemi, mais sans identité, sans l'avoir choisi. Or là, les généraux qui ont été assassinés l'ont été parce qu'ils possèdent un savoir. Vous voyez ? Ça n'est pas parce qu'ils ont commis des exactions, ça n'est pas parce qu'ils se sont rendus coupables de quelque chose, non, c'est parce qu'ils sont... On va désorganiser une brigade, le général de brigade qui possède 15 ou 20 ans de savoir, eh bien on va le tuer parce que ça va désorganiser le truc. Donc ça, les Russes l'ont eu bien en travers. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce qui s'est passé le 7 octobre trouve son origine dans ce que les Israéliens ont fourni comme information et matériel pour assassiner des dizaines de généraux. Donc là, ils leur ont fait payer, si vous voulez, le truc. Ça fait voir un petit peu, parce que cette opération qui a été menée, si vous voulez, le 7 octobre, c'est certainement pas les stratèges du Hamas qui ont préparé ce truc-là. C'est 1 an de préparation. Donc quand vous mettez les dates, quand vous voyez tout ça, vous comprenez. Et comment ça s'est fait? C'est à travers l'Iran qui a des relations très étroites avec la Russie. Et donc, quand on connaît un petit peu la façon de vivre des Palestiniens, des Arabes en général, ce sont des gens qui parlent, qui racontent tout, qui parlent. Toute cette opération était préparée, personne n'a parlé. Donc c'est vous dire le niveau de discipline qu'il y a eu, le niveau de préparation. Et là, les Iraniens, eux, c'est pas des plaisantins. C'est des gens qui ont dit, voilà, vous allez faire ça, ça. Or, on nous a présenté l'action du 7 octobre comme une bande de terroristes sauvages. C'est vrai qu'il y a une partie, si vous voulez, qui est dans le cas, mais en réalité, les combattants du Hamas sont allés attaquer les militaires israéliens. Et il y a eu beaucoup de prisonniers militaires. Il y en a qui se sont rendus, ils les ont fait prisonniers. Actuellement, les échanges qu'il y a, les otages, 240 otages, on libère d'abord les femmes, les enfants, avec un taux d'échange qui est inhabituel. On relâche un otage pour 3 prisonniers palestiniens qui sont retenus dans les prisons israéliennes où, là, il n'y a pas que moi qui le dis, vous avez des quantités d'Israéliens qui sont complètement en désaccord avec cette politique. Les gens sont soupçonnés d'avoir collaboré, ou il y a eu quelquefois un simple incident avec un soldat israélien, et on vous fout la personne en tôle, et plus tard on va la juger. Sans jugement, sans procès, vous êtes déjà en prison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est ces personnes-là qui sont actuellement relâchées. Ensuite, on va en venir à échanger des hommes. Là, le taux de change ne va pas être de 1 pour 3. On va sûrement aller sur 1 pour 10. Mais quand on va arriver aux militaires israéliens qui ont été faits prisonniers par le Hamas, là, moi je pense que le taux de change sera de 1%. Vous voyez, 10 militaires pour 1000 Palestiniens. Et donc, tout ça pour dire, vous voyez comment les choses sont liées. Les Russes
font payer actuellement le truc, parce que tout ce qui est le matériel qui a été utilisé pour cette opération, c'est du matériel qui a été fabriqué en Russie. C'est pas du matériel qui a été fourni par l'armée américaine et qu'on retrouve un peu partout dans les mouvements terroristes, puisque les Ukrainiens, on va dire que plus de 40% de ce qui est arrivé en Ukraine est revendu sur les marchés parallèles par le marché noir. Et donc, là, c'est une situation qui est vraiment, aujourd'hui, très dangereuse. Oui, très compliquée. Et il y a trop d'implications et de risques nucléaires en fait, dans ce conflit. Chacun est quand même des gros intervenants et c'est ça qui fait peur. Comment ce conflit va pouvoir être désamorcé? Oui. Avec l'implication, voilà, en fait, c'est... Alors, on va reparler, si vous voulez, du Hezbollah. Tout dépend, en fait, de ce que va faire le Hezbollah. Le Hezbollah est équipé, bien sûr, par l'Iran, formé par les Iraniens. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il possède 200 000 missiles. Le Hezbollah au Liban, vous voyez, 200 000 missiles. On estime environ 100 000 qui sont des missiles non guidés. Ça n'est pas des roquettes comme le Hamas fabriquait avec les tubes de canalisation, vous voyez, qui recevaient pour distribuer l'eau, ils bricolaient leurs roquettes, tout ça. Non, là, ce sont des missiles. Il y a deux catégories, ceux qui sont envoyés et qui tombent où ça tombe, et puis il y a ceux qui sont guidés. 100 000 missiles guidés. Alors on peut supposer, j'écoute quelquefois des experts militaires qui connaissent toutes ces questions, comme Scott Ritter par exemple, ou Douglas MacGregor, qui est un ancien colonel. Scott Ritter qui était un inspecteur du désarmement en Irak et qui connaît toute cette région très bien, qui connaît... souvent j'écoute dans des émissions qui sont diffusées aux États-Unis. Et donc, il explique que vraisemblablement, Hezbollah va envoyer les 100 000 missiles non guidés sur Israël pour que tout le système qu'on appelle le dôme de fer se mette en route, c'est-à-dire tous les missiles antimissiles soient utilisés contre ces missiles, on va dire primitifs, si vous voulez. Et puis ensuite, quand toutes les missiles antimissiles auront été épuisés, bien là, le Hezbollah tirera les missiles. Ils peuvent rayer de la carte Tel Aviv. Vous voyez, 100 000 missiles avec des charges conventionnelles, entendons-nous. Et donc, ce qui fait que rien ne bouge actuellement, c'est parce que Israël possède l'arme nucléaire et les tient en respect. Mais surtout, c'est parce que les Américains sont là, prêts à intervenir pour éviter qu'Israël utilise l'arme nucléaire. Et comme je vous l'ai expliqué, là, l'arme nucléaire pourra être utilisée sans conséquence pour Israël, qui est un tout petit pays, qui peut l'utiliser à 20 km de chez eux, sans retombées radioactives. Vous voyez. Donc voilà la situation. Ouais, on est très complexe, vraiment. Et tellement d'intérêts, d'enjeux stratégiques, politiques. En ce moment, Israël joue son existence. Oui, clairement. Et alors que tout ça aurait pu être évité, qu'on aurait pu aboutir à des accords, à 2 États, à aider les Palestiniens à construire des villages, des villes, où les gens... Parce que quand les gens ont beaucoup de confort, ils ne veulent pas le perdre. Si vous voulez, une belle maison, une voiture, tout ça, quand ils vivent dans des bonnes conditions. C'est ça qu'il fallait faire. Mais ce n'est pas le cas. Il manque cruellement d'espace, de territoire. Donc forcément, ce n'est pas viable. Non. Et puis alors, ce qui est terrible, c'est que vous avez une partie des Israéliens qui étaient pour ce type de solution, une vie pacifique, avec 2 États et une entraide, tout ça. Bon,
Et puis l'autre partie, qui sont des totalitaires, qui sont des gens, donc Netanyahou à la tête, et qui ont malheureusement gagné des élections avec l'apport des voix des ultra-orthodoxes. Et donc ces gens-là, depuis 50 ans, ont roulé les Palestiniens dans la farine. À chaque fois, on leur a promis, et puis on a continué à coloniser, à les faire... Parce que la façon dont vivent les Palestiniens en Israël, c'est affreux. Oui, c'est sûr, ils sont dans un ghetto. Dans un ghetto, mais même en Cisjordanie, avec des checkpoints partout, des humiliations, où vous pouvez passer en 20 minutes, on vous fait patienter pendant 4 heures, et puis ensuite on vous fait passer de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on imagine mal. L'occupation allemande en France, c'était de la rigolade à côté de l'occupation israélienne dans les territoires occupés. Je vous assure que c'est quelque chose. Et puis alors, ils se permettent tout. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est même beaucoup de Juifs, beaucoup d'Israéliens sont contre ce truc-là. Ils sont révoltés dedans. Mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir actuellement pratiquent cette politique. Et c'est une politique qui, à mon avis, a une catastrophe. Complètement. Parce que l'Iran, aujourd'hui, est en mesure de rayer Israël de la carte. Et donc, on est dans une situation complètement... effrayante. Et alors, bien entendu, nous, les Français, ce conflit au Moyen-Orient, on n'est pas concernés, si vous voulez, par des retombées radioactives ou des choses comme ça. Mais si, par contre, la flotte américaine s'implique avec toute la puissance qu'ils ont, il est plus que probable que les Russes ne vont pas rester inactifs. Et donc là, si la Russie s'engage, elle ne va pas s'occuper d'Israël. Elle va s'occuper directement des États-Unis et de tous les pays de l'OTAN. Là, on sera dans un autre scénario. On pourra peut-être l'aborder parce que moi, je vois cette période de risque entre le 25 février et le 30 mars. C'est la période idéale pour la Russie si elle veut procéder à une attaque nucléaire de grande ampleur contre les États-Unis. Et on fera une émission, si vous voulez, une vidéo sur comment je vois l'organisation de cette chose. Et vous le savez que je dis que depuis le départ, les Russes font traîner le conflit en Ukraine pour qu'ils aient le temps de fabriquer toutes les armes, tout l'armement qui leur est nécessaire pour affronter directement les États-Unis et les pays de l'OTAN. Et comme je l'ai toujours expliqué, ils ne feront pas ça en été, ils le feront en hiver. Et en hiver, il y a d'autres raisons que des questions, si vous voulez, purement au niveau de la forêt. Et ça, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Oui, parfait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, M. Chorrier, toutes ces explications qui sont, encore une fois, fort intéressantes et j'espère qu'ils vont captiver de nombreux internautes. Et puis j'invite encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà expliquées dans votre livre, donc ce serait bien que les gens aussi puissent aller consulter votre livre « La prochaine guerre sera nucléaire » où vous reprenez pas mal de thèmes que là vous avez évoqués dans votre vidéo, ce qui permet peut-être de relire et de l'appréhender de façon sur papier, de façon que les gens puissent mieux enregistrer les informations qui nous semblent capitales dans tout ce que vous venez d'évoquer. Merci et à très bientôt. Très bien. Au revoir.